Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième édition du webinaire Pompiers 13. Un webinaire consacré à l'avenir pour envisager le SDIS de demain. Alors ce soir, nous sommes au centre d'incendie et de secours de Gemnos et on les remercie pour leur accueil et pour ce webinaire retransmis sur Zoom. Alors, le but c'est que justement vous puissiez toutes et tous poser vos questions par écrit, directement dans le chat ou bien en prenant la parole. Alors pour ça, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur l'icône réaction, puis de sélectionner lever la main. Un modérateur accédera ensuite à votre demande et vous laissera intervenir au bon moment en activant votre micro. Alors nous allons donc passer 45 minutes ensemble, 45 minutes rythmées par 5 vidéos qui porteront d'abord sur l'innovation, puis sur le CDAU, le Centre départemental d'appel d'urgence. Ensuite, nous parlerons formation et management avant d'aborder le volet environnement. Alors surtout, n'hésitez pas à poser vos questions et à interagir avec le contrôleur général Grégory Allione. Alors pour commencer, nous allons donc parler innovation et pour cela, nous allons donner la parole au colonel Jean-Paul Monnet. Alors là, on va se consacrer plutôt à l'innovation et à son action au sein du SDIS 13 et de l'institution. Alors bon, l'état des lieux serait vaste, mais ce qui parle le plus à tout le monde, c'est ce que l'on voit. Qu'est-ce qu'on a vu sur les 4 années ou les 10 années écoulées? On a vu arriver dans le monde opérationnel les robots et les drones. C'est quand même la particularité du SDIS 13 que d'avoir très tôt compris la nécessité de s'engager dans ce virage-là, d'abord par des robots terrestres qui sont de taille variable, des petits, des moyens, des gros, qui vont jusque dans les tunnels, et puis des drones en quantité assez importante, puisque nous avons aujourd'hui une flotte de 11 drones. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit tous les jours en opération, et qui maintenant est rentré véritablement dans l'esprit et comme un des outils du commandant d'opération de secours. Alors, l'innovation pour les mois à venir, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord continuer tout ce qui est le progrès de la robotique au sein des missions de sécurité civile, par l'intégration de nouvelles tâches et probablement un peu d'intelligence artificielle, des nouvelles applications, aussi plus de souplesse et de facilité pour les opérationnels. Bien entendu, il y aura toute une série d'autres innovations qui vont rentrer de facto dans le quotidien des sapeurs-pompiers, en particulier les véhicules connectés et les tablettes qui permettront de rendre compte notamment des bilans secouristes directement. Et puis, il faut aussi bien comprendre que tout ceci est fait dans un contexte assez particulier, d'accroître la sécurité des sapeurs-pompiers au poste de travail et bien entendu de répondre aux nouvelles menaces et aux nouvelles tendances que l'on voit. Donc clairement, c'est le changement climatique, c'est les menaces terroristes et puis aussi les menaces ou les risques sanitaires, comme nous l'a prouvé le Covid. Donc tout ça, l'innovation a un rôle important à jouer dans le futur. Il y aura des choses qui changeront. On va aussi favoriser, ne l'oublions pas, les gens qui sont issus du corps et qui ont des inventions, qui ont des trouvailles, qui ont des idées. Et ça, c'est aussi le travail de l'innovation au SDIS 13, d'aider les pompiers 13 qui ont des idées. Oui, je crois que Jean-Paul Monnet l'a bien résumé. L'innovation, c'est un certain nombre d'éléments. Je vais repréciser, je crois que l'innovation, on a bien compris que c'était la robotique, c'était au profit, au bénéfice de la sécurité de nos personnels, parce que ça a été ça d'abord, les drones. Pourquoi? Pour être plus performants, pour aller voir, nous rapporter de l'image et faire en sorte que finalement on engage en toute sécurité. La robotique, tout simplement, les robots que l'on engage pour éviter d'avoir du personnel exposé. Mais l'innovation, c'est d'autres aspects. Il a glissé 2-3 choses. Premièrement, l'intelligence artificielle. Le SDIS 13, c'est énormément de données. Lorsque vous saisissez un rapport d'intervention, vous rentrez énormément de choses. Lorsque vous partez en intervention, que vous renseignez toute la même couronne que l'on tient, c'est énormément de données qui vont permettre derrière, grâce au retour d'expérience, d'enregistrer,
d'analyser et grâce à l'intelligence artificielle, peut-être demain, d'avoir des arbres décisionnels qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et de manière plus performante et tout cela de manière connectée. Il a dit, demain, on sera connecté. Demain, c'est après-demain. L'année prochaine, on commencera à avoir des tablettes dans nos VSAV pour permettre justement de remplir nos bilans, pour avoir le GPS. Alors quand on parle d'innovation, j'ai un peu de peine parce que lorsque je me déplace dans certains départements, les tablettes, ça fait très très longtemps qu'elles y sont. Mais on va innover, on va le mettre en place. On aura des outils paramétriques qui nous permettront aussi de donner les constantes d'une victime, de les transmettre à nos partenaires, au SAMU, pour que lorsqu'on arrive, finalement, on n'ait pas ce dialogue inutile où on l'a répété déjà 2 à 3 fois. D'ailleurs, un peu comme celui qui va appeler au secours, qui va répéter 2 à 3 fois finalement l'adresse. L'innovation, c'est tout ça. C'est aussi le lab, il en a parlé, le lab Pompier 13, c'est faire en sorte que tout un chacun, ici à Gémenos, lorsque j'ai une idée dans la caserne, si elle est pertinente, je peux la faire remonter pour améliorer le quotidien en opération ou en vie de caserne. C'est faire en sorte que chacun puisse apporter à la vie opérationnelle et du corps départemental. Et puis l'innovation, elle est aussi managériale. Peut-être que l'exercice que je fais, c'est innovant ce soir. S'exposer comme ça devant tout le monde et répondre aux questions des uns et des autres, c'est innovant, certes. Mais l'innovation aussi, c'est nous qui la produisons au quotidien. Ça a été à un moment donné, à Marignane, je me souviens de cela sur le plan managérial, faire en sorte qu'il y ait cette commission consultative, participative, pour que nos professionnels puissent s'exprimer dans une commission. C'est aussi finalement adopter des méthodes managériales de l'entreprise pour faire en sorte que tout le monde se sente beaucoup plus intégré. C'est tout ça l'innovation, c'est tout ça l'innovation au sein des Pompiers 13. Question évidemment à vous poser. Vous nous parlez d'innovation en termes managérial, d'innovation en termes robotiques, pardon. Il n'y a pas que ça. Est-ce qu'il y a aussi sur le plan opérationnel une vraie plus-value de l'innovation et comment est-ce que ça se concrétise? Oui, typiquement, l'innovation en méthode opérationnelle. Jean-Paul Monet développait le sujet du dérèglement climatique. Jusqu'à présent, lorsqu'on utilise sur une opération de l'eau, on prend de l'eau, je dirais, propre du réseau d'eau. Et lorsqu'on est confronté au quotidien avec le dérèglement climatique, lorsqu'on a le souci, lorsqu'on se brosse les dents d'éteindre le robinet, alors en opération, il faut se soucier peut-être d'utiliser de l'eau brute. C'est ça aussi l'innovation, c'est aller chercher des choses que l'on n'avait pas l'habitude jusqu'à présent de mettre en œuvre. Et aller chercher l'eau brute, c'est une démarche opérationnelle, faire en sorte finalement opérationnellement de protéger l'ensemble, de faire en sorte que nos véhicules soient tous protégés jusqu'au chef de groupe, jusqu'à la chaîne de commandement. Oui, c'est aller au-delà de ce que l'on pensait jusqu'à présent, c'est aller finalement d'une contrainte, faire en sorte que ce soit une réelle opportunité. Je parle du dérèglement climatique, je parle de la sécurité, je parle de tous ces éléments qui sont des contraintes fortes sur notre process opérationnel, d'aller chercher quelque chose qui nous permette. J'ai à l'idée, on a un collègue qui sur Arles a eu une idée pour faire l'alerte des personnels grâce à une balise. Je ne dirai pas son nom parce que je vais le mettre en position et je ne déclinerai pas trop le processus parce qu'il doit le protéger et on doit l'aider à le protéger. Et c'est en cela que le lab aussi, le lab Pompier 13 sera utile, c'est d'accompagner nos collègues qui innovent, finalement à les projeter au devant d'industriels qui seraient peut-être parfois peu scrupuleux alors que, je le dis tout le temps, chez nos sapeurs-pompiers, parfois, Séverine, il y en a sous le casque. Justement, quand il y a des innovations, des idées, comment est-ce que se concrétise l'accompagnement? Comment est-ce qu'on donne son idée? Comment est-ce que ça se déroule? Certains vont dire, tiens, il a de belles paroles, mais moi, j'ai une idée et je n'arrive pas à la développer. On a une grosse contrainte, c'est le poids de la hiérarchie. Lorsqu'on pense quelque chose, lorsqu'on a envie d'innover, chaque fois, on se pose la question de savoir si c'est une bonne question, si c'est une bonne démarche. Je crois qu'il faut avoir dans l'innovation aussi un peu d'audace, aller solliciter son chef, faire confiance à son chef. Et je le dis, j'en parlais tout à l'heure avec le chef de centre de Gémenos et quelques collègues qui sont face à moi. Je pense qu'à un moment donné, les uns et les autres, vous allez avoir une adresse qui est celle du lab pour justement évoquer le fait que j'ai une innovation. Et peut-être aussi que je vais laisser mon numéro de portable à un moment donné à tout le monde parce que celles et ceux qui n'arriveront pas à transmettre, vous pourrez le faire. J'ai vu dans la liste de celles et ceux qui étaient connectés ce soir, des collègues qui ont déjà eu cette audace de venir me parler de leurs petites problématiques, de leurs petits sujets du quotidien qui les embêtaient et finalement de l'idée qu'ils avaient eue pour améliorer. Et derrière, nous, on essaie d'accélérer. Donc, le lab Pompier 13 doit nous permettre d'accélérer et aussi la confiance à la hiérarchie. Et la hiérarchie qui doit faire remonter rapidement parce que très souvent, on se pose la question de savoir si c'est utile, pas utile, etc.
Je crois que nos pompiers, quels qu'ils soient, ont un niveau parfois de pertinence qui nous permettrait d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Ça peut être aussi le contexte finalement qui pousse à innover. Est-ce que le Covid-19 et puis tout ce qu'on est en train de vivre, ça pousse aussi à l'innovation au sein des pompiers 13 ? Je crois que la crise, j'ai évoqué une phrase tout à l'heure, c'est de faire d'une contrainte une véritable opportunité. La Covid-19, c'est une véritable contrainte sur notre société, sur l'ensemble de nos organisations. Ça nous a permis de nous renouveler, d'être agiles, typiquement ce soir ce que l'on fait il y a quelques mois, on n'aurait jamais pu imaginer. Lorsqu'aujourd'hui je prends, quel que soit le cadre, quel que soit le sapeur-pompier dans notre établissement, faire une visio avec quelqu'un, aujourd'hui, c'est rentrer dans les us et coutumes. Avant, il fallait organiser une réunion et on se déplaçait tous avec nos voitures. Aujourd'hui, on peut faire une visio en moins d'une demi-heure pour aborder une problématique. Donc cette agilité, on l'a eu sur le plan opérationnel. Et typiquement, le fait que l'on ait des sapeurs-pompiers vaccinateurs, injecteurs, c'est être une vraie innovation. Dans le sens où on a su aborder une problématique pour faire de la vaccination de masse. Et rappelons-nous, à l'époque, lorsqu'on a arraché la vaccination, certains du service de santé étaient contre. Certains sapeurs-pompiers se disaient « mais ils vont voler le travail des infirmiers et des médecins ». Non, le sujet, c'est pas ça. On est en temps de guerre, faisons en sorte de faire comprendre qu'il y a des sapeurs-pompiers qui peuvent être formés à vacciner sous le contrôle de notre service de santé qui est très performant. Et après, le jour en temps de paix, où on aura finalement retrouvé la vie normale, revenir à des gestes qui sont les nôtres. L'innovation, c'est aussi aller chercher les compétences ailleurs. Vous avez parlé, Séverine, de tout ce qui était Covid. Lorsqu'il a fallu analyser les tests durant nos prélèvements, qu'ils soient humains ou qu'ils soient surfaciques, on a utilisé les compétences du labo départemental, du laboratoire du conseil départemental. Pourquoi réinventer ce qui existe par ailleurs? L'innovation aussi, c'est peut-être aller chercher ailleurs, la compétence ailleurs et se l'adjoindre pour être beaucoup plus performant. C'est tout ça l'innovation, Séverine. Merci beaucoup Grégory Allione pour ces éléments sur l'innovation. Innover, il faut dire que ça s'inscrit dans une démarche prospective. C'est penser à demain, c'est penser à l'avenir. Ça permet de répondre à la fois à des nouveaux besoins et puis aussi d'adapter la réponse opérationnelle, ce qui est le cœur du métier. On va parler désormais d'un sujet qui justement permettrait d'adapter la réponse opérationnelle. C'est le CDAU. Mais avant tout, le CDAU, qu'est-ce que c'est? On va voir ça tout de suite, la réponse en images avec Cassandra Alessandri. Le projet, c'est le CDAU, donc le Centre départemental d'appel d'urgence, qui a pour but de créer un centre d'appel unique sur le département sous l'égide du 112. L'objectif est de développer une meilleure interopérabilité entre les différents services d'urgence et de continuer à améliorer le service d'urgence auprès des populations. Alors aujourd'hui, on travaille sur le CDAU et notamment sur la construction du bâtiment pour recevoir la gestion des appels qui aura à peu près 1000 m², la gestion opérationnelle qui aura aussi 1000 m² et des locaux de vie pour le personnel sur place qui seront de garde qui sera aussi à peu près 1000 m². Il y aura aussi un espace de bureau qui sera lui à peu près de 3000 m². À côté, on travaille sur Nexis. C'est un logiciel qui permettra de recevoir la prise d'appel et de transmettre les informations aux différents services d'urgence. Donc les informations seront transmises par SMS, par mail ou autres canaux de diffusion. Et sur les services d'urgence, tous les appels seront transférés par exemple à la police municipale, nationale, gendarmerie, les services des routes, etc. Et c'est vraiment pour faire une interopérabilité entre tous les services. Alors pour les mois à venir, le bâtiment est encore en réflexion, donc il y a encore des travaux à faire dessus. Mais pour les années à venir, on a pour objectif de faire un numéro unique, le 112, sur tout le territoire français, comme les États-Unis qui ont le numéro 911. Moi, j'aurais presque dit le CDAU Quesaco. Mais le CDAU, c'est le Centre départemental d'appel d'urgence. Alors qu'il soit chez les sapeurs-pompiers, au SAMU, à la police, peu importe du site, l'essentiel, c'est d'avoir regroupé l'ensemble des services d'urgence qui répondent au 112. Ce numéro unique qui est venu annoncer d'ailleurs le président de la République à votre congrès de Marseille.
où il a dit il faut un numéro d'urgence unique. Parallèlement, il faut que l'on ait à l'esprit qu'il y a un numéro d'appel des soins du conseil médical qui est en expérimentation dans 3 régions, c'est le 116-117. Donc c'est de faire en sorte que d'un côté il y ait l'urgence, d'un côté il y ait, le conseil médical, la demande de soins et finalement l'offre de la médecine de ville. L'intérêt de ce CDAU, effectivement, c'est de mieux orienter les concitoyens qui, je le rappelle, doivent être les premiers éléments de la sécurité du quotidien. Le citoyen doit assurer sa propre sécurité. C'est la raison pour laquelle, avec le département des Bouches-du-Rhône, nous formons l'ensemble des collégiens aux gestes qui sauvent dans les classes de 4e. Mais c'est faire en sorte aussi derrière de l'orienter avec le 72 qui déclenche directement les secours. J'ai toujours parlé, vous m'avez certainement entendu parler, du bon train de départ. Notre collègue évoquait l'ensemble des services partenaires pour répondre aux urgences. Les bleus, les blancs et les rouges. Alors aujourd'hui, oui, on a un projet sur le site de l'avenue de Bois-Baudran à Marseille où effectivement 3000 m² pourraient être destinés premièrement à la réception des appels. Près d'une 50aine d'opérateurs pourraient être disposés, qu'ils soient bleus, blancs ou rouges. Et derrière, avec une vraie salle aujourd'hui de la gestion opérationnelle, comme notre CODIS, mais qui permettrait d'agréger des pâquerettes, comme on l'a dit, avec les forestiers, avec les policiers, avec peut-être des médecins d'urgence, avec certainement le service des routes. Donc tout ça agrégé lorsque l'on monte en gestion de crise. Cela voudrait dire qu'il y a une gestion au quotidien du CODIS, ce que l'on appelle une salle chaude, et au fur et à mesure, on agrège les services partenaires en fonction de la résolution de la problématique, du problème, de la crise que l'on a à traiter. Le CDAU, avant tout, c'est un projet d'avenir. C'est un projet qui existe dans d'autres départements qui n'ont pas attendu la loi pour être intelligents. Je pense à l'Ain, à la Haute-Savoie, le Tarn-et-Garonne, l'Ariège, l'Aude et bien d'autres départements, l'Hérault, où ils ont un CDAU. Donc tous ces départements ont su innover, faire en sorte de mettre l'ensemble des acteurs pour répondre à l'appel et de l'autre côté, faire en sorte que nous ayons un centre de gestion opérationnel qui agrège l'ensemble des partenaires. Donc c'est un vrai projet au-delà des sapeurs-pompiers. C'est un projet qui est financé, c'est un projet que le département porte, supporte et la présidente Vassal, le président Mallier comme le préfet sont derrière nous sur cet élément-là. On a le SAMU qui a aussi un projet. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve pour faire en sorte que l'on ait une plateforme commune et que l'on réponde à la détresse de nos concitoyens. Et si l'on observe bien ce qui se passe aujourd'hui avec la crise du Covid, lorsque l'on voit le délai d'attente pour obtenir quels que soient les opérateurs et quand on voit aussi nos urgences qui sont sursaturées, on peut comprendre que ce qui se passe là n'est que le révélateur de ce que l'on connaît. D'ailleurs, je dis très souvent à nos interlocuteurs que ce que l'on vit, et typiquement le week-end dernier au centre hospitalier de Aix ou la semaine dernière à Salon, c'est ce que l'on vit régulièrement dans le cadre de la grippe saisonnière. Donc aujourd'hui, la crise n'est qu'un révélateur de ce que nous connaissons. Faisons en sorte d'enrayer les paradigmes de gestion de nos opérations de l'urgence telles que nous les connaissons depuis la fin des années 80. Grégory, à Lyon, ce dispositif, ce fonctionnement, est-ce qu'il existe déjà dans d'autres pays? Et si oui, est-ce qu'il est efficace? Alors, Séverine, vous avez raison, j'ai cité d'autres départements, donc ça veut dire déjà que ça existe en France, mais le 112, c'est le 911 à la française. C'est typiquement ce qui se passe au Luxembourg. Au Luxembourg, je connais le directeur général de la sécurité civile du Luxembourg, qui a des attaches à Marseille, justement, donc on se rencontre régulièrement et on discute de tout cela. Les paramédics, la gestion de l'urgence, ce sont les sapeurs-pompiers, mais ça ne veut pas dire qu'on veut ôter le travail des autres. Non, ce n'est pas cela l'idée. L'idée, c'est de se mettre tous ensemble à répondre à l'urgence. Et lorsque ce n'est pas urgent, il y a plein d'autres acteurs qui peuvent y répondre. Et surtout, arrêtez d'avoir un schéma, Séverine, de dire on va tout remettre aux urgences, on va tout déposer aux urgences. On voit bien aujourd'hui que ça ne marche pas. Alors très concrètement, le bénéfice de ce numéro unique, il serait lequel? Et puis il y aurait qui sur ces plateformes qui pourraient répondre et qui pourraient travailler ensemble? Je l'ai évoqué, trois couleurs, je dirais, 3 couleurs d'opérateurs, les bleus, les blancs et les rouges. Mais finalement, c'est une 50aine d'opérateurs qui seraient prêts. Et tout à l'heure, j'évoquais dans le cadre de l'innovation le sujet des arbres décisionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se passe dans tous les départements comme ça, où il y a finalement des centres départementaux d'appel d'urgence, même à Paris, où les bleus et les rouges sont réunis sur une plateforme où, que ce soit un policier ou un sapeur-pompier qui décroche, il arrive à engager
quel que soit le schéma opérationnel, il arrive à engager une patrouille de police, il arrive à engager un VSAV et il peut engager éventuellement un SMUR si nécessaire. Donc aujourd'hui, ce sont des choses qui existent, il faut pouvoir le mettre en œuvre et surtout arrêter de penser que tout ce que l'on reçoit est urgence pour pouvoir l'orienter vers une voie de détournement qui serait la médecine de ville, l'ensemble des opérateurs qui permettent de répondre au conseil médical parce que nous n'avons pas cette compétence. Et de l'autre côté, ça veut dire aussi qu'il y a un autre schéma à construire, c'est qu'à la prise d'appel, on réoriente entre l'urgent et le non-urgent, mais aussi ensuite, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout acheminer à l'hôpital ni aux urgences. C'est ça ce qui en ce moment nous pollue les urgentistes, pollue les hôpitaux. Et aujourd'hui, le fait d'acheminer quelqu'un qui n'a pas une lésion urgente, de l'acheminer aux urgences, eh bien, finalement, ça nous fait perdre du temps et aux uns et aux autres. On épuise tout le monde avec le schéma qui, je le rappelle, est un schéma qui a été posé à la fin des années 80 avec une société qui a beaucoup évolué. Nos hôpitaux de la fin des années 80 à aujourd'hui ne sont plus les mêmes. On a le vieillissement de la population. Les sapeurs-pompiers de la fin des années 80 à aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Et la médecine libérale n'est plus la même puisqu'avant, on avait des médecins de partout sur le territoire. Aujourd'hui, ils n'y sont plus. Ils sont regroupés en maison médicale. Donc, il y a quelque chose à réinventer. Finalement, vous voyez que du CDAU, pour revenir au premier sujet qui était l'innovation, il y a besoin d'innovation et besoin peut-être de s'adapter à la société d'aujourd'hui pour répondre aux urgences de maintenant et de demain. Alors, concernant toujours ce CDAU, est-ce qu'on a déjà possibilité d'avoir un planning, un calendrier, en gros et très concrètement, dans combien de temps est-ce que ça pourrait être effectif? Est-ce qu'on sait déjà ça? Oui, les équipes travaillent et le mettent en lien avec Nexis. Nexis, c'est ce nouveau logiciel qui permettra finalement d'avoir le même logiciel qu'on soit dans les Alpes-de-Haute-Provence, dans les Bouches-du-Rhône ou même dans le Nord. Pourquoi c'est intéressant Nexis? Typiquement, je m'arrête 3 secondes. Premièrement, c'est qu'on aura tous les mêmes modes de fonctionnement et qu'on pourra communiquer avec l'ensemble des partenaires, quel que soit le service, police, gendarmerie, SAMU et bien d'autres. Mais c'est aussi le fait que nos concitoyens, demain, pourront nous solliciter non plus par le téléphone, mais par d'autres moyens que sont les réseaux sociaux. D'ailleurs, celles et ceux qui nous écoutent ou les collègues qui sont ici à Gémenos, vous le savez bien, lorsque vous voyez un gamin, moi j'ai une adolescente à la maison, elle ne me téléphone plus, elle me laisse des messages vocaux ou elle m'envoie des snaps ou tout autre. Donc, les modes de communication ont changé, le téléphone ne sera plus le seul vecteur de communication et d'alerte. Le sujet aujourd'hui de Nexis, d'une part, c'est demain matin, parce que la Seine-et-Marne va mettre en place ce logiciel-là en œuvre dans son système de gestion des opérations, dans son système de gestion de l'alerte. Vous m'avez posé, Séverine, une question. Quand est-ce qu'on verra le CDAU sortir de terre dans les Bouches-du-Rhône? L'horizon 2024, c'est le projet. Il y a beaucoup de choses encore à faire. On est à peine à l'assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée, avec la construction de nos programmes, avec des choses qui sont déjà bien établies. Mais il y a aussi peut-être des locaux à déménager, des choses à faire sur la plateforme de l'état-major actuel. Donc oui, on sera sur l'état-major. Oui, 2024, ça sera sorti. Mais il y a encore tout un cheminement à faire et notamment des réunions en préfecture pour agréger l'ensemble des services qui voudront bien travailler avec nous. Alors, merci beaucoup pour tous ces éléments sur donc, le CDAU, le Centre départemental d'appel urgence. Qui dit CDAU dit aussi formation. C'est à la fois le préalable et le prolongement. On va passer donc à un sujet un peu 2 en 1 qui porte à la fois sur la formation et le management. Et pour commencer, on va pour ça écouter le capitaine Stéphane Mosiconacci. Je traite de la formation au sein du groupement formation et au quotidien, ce groupement traite de la montée en compétence de l'ensemble des agents du SDIS 13, les 6500 agents ainsi que des 450 jeunes sapeurs-pompiers. Alors, l'activité du groupement formation, c'est environ 21 000 journées formation par an pour environ 6 000 agents. Sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires, agents administratifs, mais également des salariés du secteur privé dans le cadre de la commercialisation, notamment des industriels. Oui, nous attendons l'arrivée du nouveau système d'information et de gestion de la formation qui nous permettra de dématérialiser le dossier formation, d'assurer un meilleur suivi des stagiaires
et d'améliorer l'information auprès de nos agents. Dans un futur proche, c'est le développement de différents plateaux techniques. Vous avez derrière moi le plateau technique risque courant, mais nous allons accueillir un nouveau plateau sur le risque gaz en partenariat avec GRDF en 2022. Cette présentation est assez intéressante et vous permet de comprendre qu'il y a un intérêt à avoir ce plateau technique avec ces plateaux techniques de la formation. Au sapeur-pompier, je ne vais pas dire la formation est importante, on retire bénéfice de nos opérations, derrière, grâce à ce rétex, on améliore la formation et derrière, on est meilleur en opération, on assure notre sécurité, on assure notre technicité. Non, je ne vais pas vous faire ce discours-là. Par contre, la formation, c'est un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Premièrement, c'est la centralisation de la formation. Il y a une vraie volonté en 2022, et le chef de groupement de la formation, les chefs de groupement territoriaux le savent bien, on doit déconcentrer notre formation, faire confiance à nos territoires pour développer de la formation en caserne. Je suis désolé de le dire, je vais faire apparaître comme un vieux soldat. Je me suis formé le soir, le week-end, que ce soit la réanimation, le secours routier, tout ce qui était du domaine du secours d'urgence aux personnes, je l'ai fait en dehors des créneaux horaires. Il faut qu'on développe cela. Derrière, il y a une formation adaptée en fonction des missions. C'est aussi l'engagement différencié. C'est tout cela que la formation doit accompagner. Mais la formation aussi, c'est finalement l'anticipation des nouveaux risques. C'est sur le plateau technique des risques industriels, le développement de nouvelles énergies. Aujourd'hui, quand on nous parle de voitures électriques, quand on nous parle de véhicules avec du gaz naturel liquéfié, quand on nous parle finalement de process industriels en chimie, en pétrochimie nouveaux, on doit se former à cela. Le plateau technique risque industriel commence cette mutation. On a des travaux qui sont en cours, mais c'est aussi ce que disait Stéphane Mosiconacci sur le centre de formation départemental. C'est un plateau technique pour aborder les problématiques gaz, mais pas que. C'est aussi un plateau technique qui permettra d'aborder tout ce qui est feu en espace clos de manière beaucoup plus importante et beaucoup plus respectueuse de notre environnement. Je suis désolé, mais nos caissons qui étaient jusqu'à présent, ils fumaient un peu gras. Et quand on est les uns les autres à avoir une responsabilité sociétale de l'établissement, on doit se soucier aussi d'avoir un process formation qui respecte l'environnement tel qu'on vous souhaite le protéger. Voilà tout ce qu'est la formation, mais elle n'est pas que technique, elle n'est pas qu'opérationnelle la formation, elle est aussi managériale. Et je reviens à ce sujet du management, c'est se former aux nouvelles techniques du management, c'est se former aussi à l'appréhension de nos sociétés, de nouvelles sociétés. On a des régénérations X, Y, Z, enfin on a des nouveaux profils qui arrivent dans nos unités opérationnelles. On a nécessité de mieux comprendre les fonctionnements de nos nouvelles générations, de nos gamins qui rentrent, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, pourquoi ils sont venus ici, pourquoi ils appréhendent la caserne différemment, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, est-ce que ce sont les valeurs, est-ce que c'est la camaraderie, est-ce que les présidents amicales doivent se renouveler aussi parce que faire les calendriers, c'est une contrainte supplémentaire. Quand je fais les calendriers, j'attends quoi? Donc c'est toute cette formation aussi à cette société qui évolue. Nos sapeurs-pompiers doivent intégrer le fait que la société évolue, les sapeurs-pompiers doivent suivre cela. Et ce n'est pas en disant avant c'était comme ça et ça fait 20 ans que je le fais donc il faut continuer à le faire, qu'il faut continuer ainsi. C'est un peu l'état d'esprit de la formation et de se renouveler. Vous voyez Séverine, entre l'innovation et la formation, il y a forcément des liens très importants pour la conduite opérationnelle. Alors, on l'a compris, donc la formation, c'est un gros morceau. C'est évidemment tout au long de la carrière, tout au long de l'engagement. Comment est-ce que vous trouvez la ressource pour former tous ces agents et d'autant que cette formation, elle est plurielle? Oui, la formation est plurielle et puis on a un vrai sujet au sein de SDIS, ce que n'ont pas d'autres collectivités, c'est qu'on a 3 statuts qui vont finalement vivre ensemble, les pompiers professionnels, les pompiers volontaires. Les deux n'ont pas parfois les mêmes cliquets de motivation, c'est important de se le rappeler, et les deux ne vont pas avoir non plus les mêmes moments de disponibilité. Certains vont vous dire, pour devenir sergent, moi je peux le faire en 2 ou 3 ans parce que je vais poser des congés, alors que d'autres, ça va être important de rapidement le faire pour pouvoir accéder à ce grade, parce qu'il y a un régime indemnitaire, etc. Stéphane Mosiconacci évoquait un sujet du système de gestion, comment s'appelle, informatique, de tout ce qui est SIG, système d'information et de gestion de la formation, parce qu'aujourd'hui, quand on fait un dossier formation,
quelle est finalement la consécration. Finalement, derrière, c'est le paiement d'indemnité, c'est l'élaboration d'un diplôme. Derrière le diplôme, c'est des unités de valeur, c'est des régimes indemnitaires associés, c'est des fonctions opérationnelles. Donc tout ça n'est pas intégré. Je le dis avec beaucoup de respect, mais aujourd'hui, le SDIS 13, finalement, est en train de reconstruire tout ce qui avait été fait à la départementalisation, c'est-à-dire tous ces systèmes d'information qui avaient été mis en place dans les années 2000 sont aujourd'hui obsolètes. Il faut de nouveau avoir un SIRH, un système d'information RH, un SI formation, que tout cela soit connecté pour derrière alimenter un seul système d'information qui est celui de l'opérationnel pour pouvoir faire partir des engins maintenus en conditions opérationnelles avec des personnels formés et avec les unités de valeur qui vont bien pour armer et toujours contribuer à la préservation de notre territoire et au secours de nos populations. Alors Grégory Allen, vous nous avez parlé en termes de formation, de secours routier, de SUAP, de chimie, de véhicules électriques. Est-ce qu'il y a encore d'autres domaines qui sont concernés? Je pense par exemple aux très nouveaux risques, je pense au changement climatique, au terrorisme et même finalement à la crise sanitaire. Est-ce que tout ça aussi, ça induit de nouvelles formations? Oui, nécessairement. Et en fait, ce que je retiens, ça fait quelques années que je commence à être dans ce milieu de la sécurité civile et dans le monde des sapeurs-pompiers, c'est que dans les années 80, on a eu le risque chimique qui est arrivé. Les sapeurs-pompiers ont su s'adapter et adopter de nouvelles règles opérationnelles et de se former à cela. Aujourd'hui, on a eu les attentats terroristes. Même si ce n'était pas un nouveau risque, on dit nouveau risque, mais les attentats terroristes, je suis désolé de le dire, dans les années 80, 85 notamment, on a eu des attentats. Le plan rouge est arrivé avec les attentats de 85. Aujourd'hui, on appelle ça le plan Novi, mais le plan rouge est arrivé parce qu'on a eu les attentats de 85. On a eu les attentats de 2015, on a eu le Bataclan, on a eu des gilets pare-balles, on a eu des casques lourds pour aller extraire. On s'est adapté finalement aux risques auxquels on était confrontés. La pandémie, ce n'est pas un nouveau risque. La H1N1, la grippe aviaire, c'est des choses que l'on a connues. Sauf que cette pandémie-là a un impact, c'est qu'elle nous concerne toutes et tous, et elle a fait une chose, c'est qu'elle a gelé la vie sur l'ensemble de la planète à un moment donné. Donc il a fallu s'adapter, faire en sorte qu'on aille chercher de nouveaux process, qu'on aille chercher finalement de nouvelles compétences. Je suis désolé, on a eu du nez de recruter chez nous une capitaine biologiste. À un moment donné, elle nous a permis de faire des tests juste avant que la pandémie sorte, sur les poignées de VSAV, sur les brancards, dans les cellules VSAV, pour nous dire « attention, on désinfecte mal, on décontamine mal ». Donc derrière, ça nous a permis de comprendre qu'il y avait un intérêt à… Aujourd'hui, on porte toutes et tous un masque et finalement, on comprend que l'année dernière, il y a eu moins de gastro, moins de grippe dans les effectifs de sapeurs-pompiers. Peut-être que le masque est utile, notamment lorsqu'on intervient en SUAP. On a porté les gants parce qu'il y avait eu le virus du HIV dans les années 90. Donc vous voyez que les sapeurs-pompiers s'adaptent et adoptent de nouvelles postures en fonction de l'évolution de la société. Alors on a parlé formation, ce webinaire c'est aussi l'occasion de parler de management. Et pour commencer, c'est le commandant Arnaud Cambe qui va nous en parler. Alors, je vais traiter du sujet qui est la formation qui a été mise en place sur le management qui s'appelle Travailler autrement et plus particulièrement qui s'intéresse au partage des pratiques managériales. Donc c'est une formation qui a débuté il y a plusieurs années, 2 ans environ, et qui a pour but de toucher tous les managers du SDIS 13, en particulier donc à partir du sous-officier de garde jusqu'au directeur. Bon, l'idée, c'est de développer et d'encourager une pratique managériale bienveillante et de proximité sur tous les agents du service départemental. Donc, le but, c'est vraiment qu'on puisse se projeter et que tous les managers aient le même langage et une même boîte à outils et qu'ils puissent se servir de cette boîte à outils dans le cadre de leur fonction, dans le cadre de leur management. Le SDIS 13 a vraiment la volonté, et le projet d'établissement, la gouvernance, que ce soit l'autorité préfectorale, la présidente Vassal comme le président Malier, ont vraiment la volonté de donner la capacité à tous les managers d'être réellement des intégrateurs de compétences, de laisser émerger la compétence de chacun s'exprimer.
Mais pour cela, il faut que vous aussi, vous soyez des managers. J'ai beau avoir cette parole, mais si les uns les autres, on ne met pas du sien pour faire en sorte de comprendre que lorsque vous arrivez au boulot, que vous soyez sous-officier de garde, que vous soyez officier de garde, que vous soyez directeur départemental, que vous soyez qui que vous soyez d'ailleurs, quand vous arrivez au boulot, quand vous prenez votre garde, si vous tirez la gueule, ben forcément, ça aura des conséquences sur la journée. Si vous faites un sourire, si vous commencez à être agréable, eh bien derrière aussi, ça aura des conséquences. Pourquoi je vous dis cela? Parce que le management, il démarre aussi par ce que l'on génère soi-même. Il commence aussi par la plus petite des fonctions. Je suis chef d'équipe, je suis chef BAT, je suis chef d'agré, je suis SOG. J'ai déjà une fonction managériale très importante. Et finalement, l'environnement que je vais générer par mon attitude va générer un environnement propice à la vie de caserne et à la bonne marche des opérations. Oui, on a cette volonté. Oui, on aura l'énergie de faire en sorte que nos SOG, nos officiers de garde, nos chefs de centre, nos chefs de service, nos chefs de groupement aient des formations managériales. Mais il va aussi de notre état d'esprit collectif. Le fait que l'on soit là tous ensemble et qu'on cultive cet état d'esprit pompier 13, c'est déjà un élément managérial important. Parce que si l'on est là, les uns les autres, c'est qu'on a envie de partager ces valeurs, on a envie d'avoir cette mission commune avec nos agents administratifs, nos anciens, nos jeunes sapeurs-pompiers, on a envie de faire bloc commun face à la détresse de nos concitoyens. Donc prenons en compte cela, et j'ai une règle, moi, en management, finalement, qui est toute basique. Et si vous l'appliquez toutes et tous, déjà, je pense qu'on fera un grand pas. Ne faisons pas aux autres ce que l'on ne supporte pas soi-même, et essayons de comprendre quels sont ce qui favorise ma motivation au quotidien, de ce que fait mon N+1 pour faire en sorte que je sois favorisé, pour que je le développe moi aussi. Ce que j'attends de mon N+1, finalement, je vais le développer moi pour générer de l'émulation. Déjà, ça, c'est des règles de management qu'on devrait tous se répéter au quotidien. Voilà, Séverine, déjà, j'espère que vous allez déjà vous l'appliquer demain matin et que vous répéterez au sein de votre équipe ces règles de base en matière managériale. Promis Grégory Allione, demain matin, je me répète ce mantra et je le ferai mien tous les jours. Voilà. Tout à l'heure, le commandant Arnaud Camp nous parlait d'une boîte à outils. Qu'est-ce qu'on met dedans finalement? Est-ce qu'on met de la proximité? Est-ce qu'on met de la bienveillance? Est-ce qu'on met des mots particuliers? Comment est-ce qu'on la remplit cette boîte? Souvent, il y a eu les périodes de Sainte-Barbe, on a fait le tour des casernes, etc. Vous vous rappelez, j'avais un collègue colonel, élève colonel qui était à proximité, qui a fait à peu près toutes les Sainte-Barbe avec le colonel c'était le colonel Priols, avec le colonel Bépois ou moi-même. Et il me disait, vous êtes vachement proches. Oui, il faut cultiver la proximité. Parce que la proximité derrière génère de l'échange, de l'informel. Et cela permet finalement de se dire des choses que l'on n'a pas l'habitude. Il faut de la bienveillance. Une fois, j'ai eu une question dans une formation de sous-officier de garde où on me disait, mais qu'est-ce que la bienveillance? La bienveillance, ce n'est pas non plus être couillon et je suis à l'antenne, donc je vais être propre sur les propos. Ça veut pas dire finalement passer sur tout. La bienveillance, c'est celle que j'accorde à mon gamin ou à ma gamine, typiquement. Être bienveillant, ça ne veut pas dire tout passer. Ça ne veut pas dire non plus finalement être laxiste. La bienveillance, c'est être là au moment où il faut. Que ce soit négatif ou positif, c'est dire ce qu'il en est. C'est ça la bienveillance. Et après, il y a un sujet important. Et je crois que quand vous avez mis proximité, bienveillance, il y a un autre sujet qui est très très important, c'est la confiance. Et la confiance, moi je l'accorde à l'ensemble de mes collaborateurs et notamment celles et ceux à qui j'affecte une fonction de sous-officier de garde. Et j'ai face à moi, je vois des noms, j'ai des sous-officiers de garde. J'ai toujours mis un petit mot sur le courrier que je vous adresse lorsque je vous confie cette responsabilité. Lorsque je confie la responsabilité d'un centre de secours, je dis des choses. Mais appliquez cela aussi. Faites confiance à vos collaborateurs. Faites confiance à vos chefs d'agré. Faites confiance à vos sous-officiers de garde et faisons confiance les uns et les autres entre nous. Et quand je m'adresse aux unités opérationnelles, je peux très bien développer le même discours à un chef de service, un chef de groupement fonctionnel. Faites confiance à vos collaborateurs. Alors bien entendu, certains diront « ouais, mais lui, etc. » Oui. Il y a 5 à 10% parfois de personnel. Ouais, moi aussi, je ne partirai pas au feu avec eux ou je n'irai pas décrocher la lune. Mais il y a 90 à 95% des personnels. Je vous assure, on a vraiment beaucoup de la chance chez le Pompier 13. Donc on l'a bien compris, alors dès demain matin, c'est proximité, bienveillance, confiance. Ça, c'était pour le management. La quatrième partie de ce webinaire, elle va nous permettre de parler environnement et c'est évidemment essentiel puisque les pompiers 13, ils adaptent, nous adaptons, vous adaptez les techniques de lutte contre les feux de forêt, contre les inondations, contre les risques naturels de manière générale. Et les nouvelles formations sont autant de réponses
au fabuleux, au fameux, à ce dont on entend parler tous les jours finalement, le changement climatique. Alors c'est l'occasion pour nous d'aborder le dernier thème et pas des moindres de ce webinaire, qui est celui de l'environnement. Un thème qui est aussi large que complexe, qui concerne tout un chacun d'entre nous et au quotidien. Et on va commencer pour en parler par écouter Grégory Francini qui est au GESIC, le groupement des systèmes d'information et communication, et c'est lui qu'on va écouter pour commencer à parler d'environnement. Mon projet en fait au départ est parti au tout début quand on était à la CRM3 de planter un petit peu des plants de tomates pour un petit peu faire profiter tout le monde et pour pouvoir déjeuner le midi des salades de tomates ou quoi. En se déplaçant sur la direction, je me suis aperçu qu'il y avait un bel espace qui était disponible et du coup j'ai fait les demandes auprès de la hiérarchie pour savoir si c'était pas possible de planter, de faire un petit potager et de faire en profiter tout le monde de la direction pour qu'ils puissent venir se servir. L'avenir, je le vois de plus en plus grand puisque le potager va se développer d'un espace de 25 mètres carrés de plus et on va essayer de pérenniser ça à ce qu'il y ait des légumes l'hiver aussi, plus l'été, et puis voilà, faire essayer de participer peut-être un peu plus de monde à ce projet, histoire que ça devienne un peu plus conséquent et ne pas hésiter à venir se servir dans le potager. L'idée sur l'environnement, elle est toute simple. On ne peut pas lutter contre les événements, on ne peut pas lutter contre les feux et participer finalement à enrayer le dérèglement climatique sans l'avoir dans nos gènes et dans nos valeurs de manière intrinsèque. Alors, ça va où? C'est sur le toit de nos casernes avec des panneaux photovoltaïques. Ce sont de nouveaux véhicules avec des carburations très différentes et notamment tout ce qui est développement de l'électricité. Et on recherche, et on est un certain nombre de SDIS à essayer d'avoir même des fourgons alimentés à l'électrique ou avoir des engins qui puissent avoir de nouvelles énergies pour arrêter de consommer finalement des énergies fossiles. C'est aussi, je le dis, dans les casernes, lorsque vous chauffez, lorsque vous utilisez l'eau, vous ne le faites pas à la maison, ne le faites pas en caserne. Ce n'est pas le sujet du budget du SDIS. Je vous le dis de manière très concrète. C'est pas le sujet. En plus, le budget du SDIS, si vous le savez, c'est nos impôts. Hein. Dès l'instant où on prend 3 millions d'euros pour alimenter le budget du SDIS, c'est un point d'impôt sur vos feuilles d'impôt à chacun d'entre nous. Donc, au-delà de cet aspect qui est financier, certes, mais si vous ne le faites pas à la maison, pourquoi le feriez-vous à la caserne pour gaspiller autant d'eau? On a des dauphins, parfois, à la maison, ils ferment l'eau. Donc, si on fait attention à tout cela, ce n'est pas uniquement financier, c'est aussi pour notre environnement. Oui, on a développé tout cela. On a développé, et je remercie certains chefs de centre, certains personnels dans les casernes de développer les ruchers, parce que ça fait partie intrinsèque de notre biotope, de notre mode de fonctionnement. Je remercie celles et ceux qui font des efforts. On a vu Grégory Francini à l'état-major. Je me souviens un jour d'avoir visité une caserne, pas très loin de Gémenos, finalement à Aubagne, dans les tout premiers temps où je commandais. Et je disais au chef de centre de l'époque, je lui disais, il te manque peut-être quelque chose. Il me dit quoi? Je dis le potager. Il me dit mais non, on l'a fait. Alors il me fait visiter le potager. J'avais eu cette idée lorsque je commandais Brignoles il y a quelques années. Vous le développez dans les casernes. C'est intéressant pour deux aspects. Premier aspect, l'environnement. Mais l'environnement, c'est pas que le dérèglement climatique. C'est pas finalement les ruchers. C'est pas que faire en sorte de faire attention aux consommations d'eau et d'électricité, etc., etc. C'est aussi notre environnement propre. Quand on cultive un potager, il y a deux aspects. Il y a le collectif aussi qui va être cultivé. Et puis, il y a ce sujet, vous savez, l'été, quand je forme le groupe, je vais ramasser 4 tomates de la caserne. C'est peut-être notre état d'esprit aussi. Et finalement, tous ces éléments qui font que notre quotidien devient plus agréable, que ce soit pour lutter contre le dérèglement climatique ou faire en sorte que notre environnement, finalement, on se génère quelque chose de positif, c'est tout cela qu'on essaie d'instiller, de distiller et que vous preniez à votre compte.
faites en sorte que notre environnement de travail, faites en sorte que notre environnement de société soit plus agréable. C'est tout cela qu'on en essaie d'instiller, Séverine, avec la responsabilité sociétale de l'établissement public et le SDIS 13. Alors, j'ai une question, on a une question qui va rejoindre le thème de l'innovation. Si quelqu'un, quelque part dans un centre de secours, a une idée qui peut servir l'environnement, est-ce que c'est la même chose que pour l'innovation? Est-ce qu'il la soumet? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il sera accompagné pour cette innovation? Oui, on a Isabelle Bérard qui pilote toutes les questions de la responsabilité sociétale de l'établissement. Oui, on accompagnera. Vous savez, lorsqu'il a fallu générer les ruchers, et les collègues qui ont les formations sur les ruchers m'ont dit de suite ah mais la ruche, typiquement, je crois qu'une ruche, ça coûte 100, 150 euros. L'essaim, c'est aussi 100, 150 euros. On a accompagné, on a mis de l'argent là-dessus parce qu'on est convaincu que finalement, lorsqu'on a un rucher, on a une équipe qui va s'en occuper dans la caserne, ça va générer un état d'esprit et puis derrière, il va y avoir d'autres conséquences. Lorsque je goûte le miel de Gardanne et que je vois les collègues qui le font, eh ben, il y a une relation qui s'instaure, il y a ce sujet de la proximité, de la bienveillance, de la confiance que l'on arrive à instaurer et on génère autre chose que finalement une relation hiérarchique où vous avez un colonel, un contrôleur général qui vient dans la caserne visiter parce que pour voir s'il y a la bonne marge des opérations. Oui, je pense et nous pensons avec le président Mallier, la présidente Vassal, que le fait de générer toutes ces actions contribue à un meilleur collectif et à un meilleur état d'esprit dans l'unité opérationnelle. Alors justement, Grégory Lallione, je rebondis sur ce que vous venez de dire tout à l'heure concernant plus précisément la caserne d'Aubagne et ce collectif. L'environnement, c'est aussi l'environnement de travail. Donc est-ce que ces idées, est-ce que ces initiatives, c'est aussi une façon d'améliorer l'environnement de travail, d'améliorer l'état d'esprit des pompiers 13? Oui, je dirais qu'on a de la chance de travailler dans un département où, je le répète et je crois qu'à un moment donné, j'ai une phrase. C'est nourriture avalée n'a plus de goût. Aujourd'hui, des fois, quand j'entends certains dire on a des camions neufs, c'est normal. On a des tenues neuves, on a des casques neufs, c'est normal. On améliore le quotidien en faisant des travaux de réhabilitation. En 2024-2025, il n'y a pas une caserne qui n'aura pas été touchée dans cette structure pour améliorer les conditions d'accueil de nos collègues féminines, de nos jeunes, ou d'avoir des conditions d'hygiène propres et correctes par rapport à l'espace vie. Oui, c'est normal. Mais il y a plein d'autres départements où ça ne se fait pas. Alors, de temps en temps, c'est bien de se rappeler qu'on a des conditions matérielles pour faire en sorte de travailler correctement. Mais après, il y a autre chose que je ne pourrai jamais pour vous. Impossible. C'est que quand bien même on se batte les uns les autres pour avoir les moyens de travailler correctement, il y a un truc, c'est le côté humain. Je répète, si le matin, vous tirez 3 pentes de brègue, comme on disait en Provence, comme on dit en Provence, si vous faites la gueule, eh ben, le matin, vous n'allez pas générer forcément un élan, un halo vertueux auprès de vous. Hein. Donc, les uns les autres, on contribue à notre environnement de travail, on met les moyens qu'il faut pour assurer la sécurité et les conditions d'hygiène, de sécurité et de bien-être au travail. Mais à un moment donné, les uns les autres, vous faites en sorte qu'on vivra mieux au sein de l'unité opérationnelle. Merci beaucoup Grégory Lallione pour tous ces éléments qui ont nourri ce webinaire. Un webinaire qui, s'il devait être finalement résumé en quelques mots, lesquels seraient-ils selon vous? Je crois que l'exercice que l'on fait ce soir, c'est le sujet de l'innovation. Je crois que le sujet de la proximité que j'essaie d'introduire avec l'ensemble du corps départemental, finalement l'ensemble des cadres, et je le dis encore une fois, tous nos sous-officiers, tous nos officiers font partie de l'encadrement et vous devez vous approprier ces schémas de proximité pour faire en sorte d'avoir un meilleur état d'esprit, toujours un meilleur état d'esprit et finalement une opérationnalité du corps. Parce que quand vous travaillez avec 80% des sapeurs-pompiers qui sont des volontaires, vous devez finalement de donner envie à vos volontaires de venir à la caserne pour d'autres raisons que finalement la vacation. Et à nos sapeurs-pompiers professionnels de continuer à cultiver cette flamme qu'ils ont eue en tant que sapeurs-pompiers volontaires, de l'avoir en tant que statutaire professionnel. Donc ça, c'est le premier élément, le sujet de la proximité. Il y a le sujet finalement de cette bienveillance. Et lorsque l'on souhaite que son chef soit bienveillant avec soi-même, soyons bienveillants avec nos collaborateurs aussi. Et le sujet de la confiance, lorsqu'on souhaite soi-même avoir la confiance de son chef, faisons en sorte de la donner aussi à nos collaborateurs. Finalement, proximité, bienveillance, confiance. Et puis, vous savez, tout à l'heure, je suis arrivé ici dans la caserne, j'ai vu de la décoration. C'est la période, vous allez dire. C'est normal.
on pourrait dire c'est normal. Eh bien moi non, je le relève. Parce que je trouve que lorsqu'il commence à y avoir de la décoration, comme on a su mettre à l'état-major une crèche, un sapin, faire en sorte que notre quotidien soit plus agréable. On a des moments de vie dans nos casernes qui doivent être respectés. La chandeleur, eh bien, je suis fanat lorsque j'arrive dans une caserne et que j'entends dire « Ce soir, chef, est-ce que vous restez? On fait les crêpes. » Ben voilà, c'est génial. Je trouve que… Et tous ces éléments-là, c'est la raison pour laquelle on n'a pas cessé nos saintes barbes. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'être précautionneux, mais de faire en sorte qu'il y ait les arbres de Noël qui se tiennent dans les casernes. Oui, il y a le Covid, il y a tous ces éléments qui nous empêchent un peu de vivre correctement, de vivre normalement, mais faisons en sorte de générer des moments de positivité, des moments vertueux où les uns les autres on s'exprime et on se rencontre. Merci beaucoup. Merci Grégory Allione pour cette deuxième édition du webinaire Pompiers 13 qui portait donc sur l'avenir pour envisager tous ensemble le SDIS de demain. Merci à tous d'avoir participé à cette édition. On se retrouve très prochainement pour un nouveau webinaire. Merci à tous. À très vite. Passez de bonnes fêtes. Prenez soin de vous. Et Grégory Allione, si vous êtes d'accord, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, c'était un plaisir d'être ce soir encore avec toutes et tous. J'espère que vous avez pris du plaisir. Il n'y avait pas beaucoup de questions. J'ai noté qu'il n'y avait pas beaucoup de questions. J'ai les collègues de Gémenos avec qui je me suis entretenu pendant les intermèdes, pendant les vidéos. Donc ça sera aussi tout à l'heure l'occasion. Mais je voulais à toutes et tous vous souhaiter de belles fêtes. Vous dire que je suis très fier de tout ce que l'on a réussi à accomplir en 2021. Je sais que 2022 ne sera pas totalement évidente. Mais en tous les cas, je souhaite de prendre soin de vous, de vos familles, de passer de belles fêtes, d'assurer la mission forcément. On sera tous sur le pont et puis on se retrouve en 2022 à l'Anquévet en tous les cas.